Les filles sont volages, fréquentez les dents pas. Un jour elle vous aime, un jour elle vous aime pas. Par un dimanche au soir, m'en allant promener, j'ai entendu la belle chanter une chanson. Ok, Hermé, tu veux-tu on va jouer aux associations d'idées? Je vais te donner des mots. Ok. Toi, tu vas me dire à peu près bon, une quinzaine de mots, là, tu me réponds. Ok. Par rapport à toi. Toi. Ok. Ok? Ok. Bon, c'est par ça. Si Ok. je te dis... si je te dis l'amitié, tu penses à quoi? Ah, là, c'est compliqué, l'amitié, c'est trop abstrait. Un autre mot. Non, l'amitié, viens te répondre. 3 mots. Tu penses à qui? Les amis sur lesquels on peut compter. Si je te dis les parents. Oui, surtout. Ben, là, on tombe pas dans l'amitié, on tombe dans la parenté. Mais dans les amis, là, c'est des gens qui sont étrangers sur lesquels on peut compter. Ça, quand ça se produit, c'est extraordinaire. Mais ça se produit pas souvent dans une vie. Quand je te dis le mot parents, ça te fait penser à quoi? Ben, ça fait penser à mes frères, puis à mes parents, puis je sais pas, s'il se passe quelque chose dans ma vie, je pourrais toujours aller là. Parce que j'ai l'impression que je suis bien insécure dans ce que je fais, mais je peux toujours retourner là où je suis, alors c'est pas vraiment un problème. La paternité? Oui, là j'ai envie d'avoir des enfants comme ça, voilà. Parce que, ben ça... À l'âge où je suis arrivé, comme je disais, j'aime beaucoup l'Acadie, puis j'aimerais m'enraciner plus profondément. J'ai l'impression que si je faisais des enfants ici, si je pouvais les élever, ça pourrait résoudre mes contradictions, puis je pense que ça m'aiderait beaucoup à l'heure actuelle, dans ce que je fais. Je ferais des enfants simplement, là, égoïstement, pour moi. Puis évidemment, avec l'autre personne avec qui je les ferais, il faudrait voir qu'est-ce que l'autre personne pense aussi. Mais disons, pour moi, ce serait ça. L'amour? C'est bien compliqué. L'amour, c'est tout ce qui compte. C'est la seule chose qui compte. Le reste, c'est pas important. C'est pas... c'est des détails. Parce que le reste, j'ai l'impression qu'on fait ça pour tuer le temps, pour passer le temps. Puis l'amour, c'est vraiment ce qui est le plus important. Puis ça arrive pas souvent. C'est ça qui est malheureux. Mais ça bat tout. C'est plus fort que tout. C'est tout ce qui compte. C'est le matin. Dans quel état c'est quand on est en amour? Quand Herménégilde de Chiasson est en amour? Ben, il est comment? Ben, je pense pas. Mon problème, du moment que je commence à penser, ça devient un problème. Mais quand je suis en amour, je pense pas. Puis là, je trouve que c'est extraordinaire. De ne pas penser, c'est extraordinaire, je trouve. Parce que j'ai tendance à penser trop. J'ai tendance à rationaliser. Puis tout ce que je vis, je le mets en petites formules, puis dans des petits tiroirs, puis des petites affaires, puis des petits classeurs. Mais quand t'es en amour, tu penses pas comme ça. T'es vraiment autre. La solitude, c'est quoi? La solitude, je peux pas prendre ça. J'ai jamais pu vivre seul plus d'à peu près 2 mois. Ça me rend fou. Tu mal pris? Faut absolument que j'aie quelqu'un à qui je peux parler ou à qui je peux téléphoner. Je peux vraiment pas tolérer la solitude plus que 2 mois. Ben, durant ces 2 mois-là, c'est extrêmement productif, par exemple, parce que je me cherche puis j'essaye de trouver d'autres orientations puis tout ça. Mais c'est extrêmement dur à vivre. Je sais pas, toi, tu vis-tu bien ça, la solitude? Moi, je suis incapable. C'est la ça, panique générale. C'est bien compliqué. Panique, la peur, c'est... Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Je sais pas. Il y a pas grand-chose qui me fait peur, mais je suis extrêmement superstitieux. Comme là, tu as un paquet de cartes dans les mains, ça me rend extrêmement superstitieux. Ça me fait peur. Puis je pense que c'est acadien d'avoir peur là, au point de vue des superstitions. Toutes sortes de choses de même, tu vois, mettre des rameaux, puis envoyer de l'eau bénite un peu partout, toutes sortes de choses de même. Je pense que ça vient de la proximité de la mer, puis une espèce d'insécurité, puis d'intuition, puis vraiment, non pas de rationaliser, mais de toujours travailler dans une espèce d'entre-deux, où tout est flou, puis tout est indéfini, puis tout est vraiment intuitif.
je trouve que la proximité de la mère, ben déjà, la mère, puis toutes les références au féminin, puis au féminisme, puis tout ce que ça peut avoir là, comme connotation, je trouve que c'est bien important. C'est quoi tes plus grosses superstitions auxquelles tu crois le plus, là? Dernièrement, j'ai fait des hexagrammes de I Ching jusqu'à m'en rendre malade. Puis, ben, c'est parce que quand je suis insécure, comme là, je sens que je suis insécure parce que j'ai l'impression que je suis en train de changer. Là, j'ai recours à tout, aux cartes, aux hexagrammes, aux 10 heures de bonne aventure, aux signes. Tout est bon. Puis je crois tout, tu vois. Puis je pense peut-être fondamentalement que j'ai un sentiment de religieux qui est pas mal fort. Puis qui se transforme là-dedans. C'est dans les superstitions, les cartes, tout ça, la magie. Je crois beaucoup là-dedans. La beauté? Ah, la beauté, ça n'existe pas. La beauté, c'est quand j'étais à la Sorbonne, j'ai fait des études en esthétique, puis je me disais, mon Dieu, je pourrais jamais arriver avec les Français. Ils ont tout lu sur Kant, Hegel, puis ces philosophes-là. Finalement, je me suis rendu compte que la beauté, tu la reconnais lorsque tu la vois, lorsque tu la rencontres. Puis tes événements, ton expérience de la beauté, pas du tout pareil que ce que les autres peuvent vivre, par exemple. Comme toi, tu vis une expérience de beauté qui est complètement différente de ce que je peux vivre. Puis à ce moment-là, c'est vraiment à partir de l'expérience qu'on a de qu'est-ce qui est beau. Qu'est-ce que tu trouves beau? Ce que je trouve beau, c'est l'intensité. C'est quand les gens parlent, par exemple, ils deviennent tellement intenses qu'ils pleurent en parlant. Je trouve ça assez beau, ça me fait mal. Puis là, je trouve ça extraordinaire. Pour moi, ça, c'est beau. Quand c'est vrai, c'est tellement vrai que le corps, l'esprit, les mots, tout est ensemble, puis que ça pompe. J'ai l'impression que c'est fort. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui est beau. Ça, c'est la beauté. C'est quoi une femme pour toi? C'est une partenaire. C'est quelqu'un qui... c'est-à-dire, je pourrais dire qu'est-ce que ce n'est pas. C'est pas un miroir. C'est pas quelqu'un que je voudrais qui me ressemble. C'est quelqu'un que je voudrais qui me complète, qui soit complètement différent de moi. Mais qui soit... Le problème, ce serait que je respecte cette différence-là. Disons, c'est là où j'en suis. Puis si je peux passer ça, ça va être pas mal de fun. Pour les 2000 prochaines années. Les 2000 années à venir, ça va être extraordinaire. T'aspires à vivre 2000 ans? Ah ben, je comprends. 2000 ans, c'est au moins. Je veux dire, ça c'est... L'ambition? faut viser haut, tu vois. Longtemps? Ah oui, fort puis tout le temps. C'est quoi l'ambition? L'ambition... Terre en Égypte? Je sais pas. L'ambition, ce serait de faire des choses qui puissent me valoriser à mes yeux, puis après ça, que le monde puisse venir me dire « Ah, ce que tu as fait, c'est vraiment le fun », puis tout ça. Là, à ce moment-là, je trouverais que j'ai une fonction, puis que je sers à quelqu'un, que je sers à quelque chose, tu vois. Si je fais quelque chose juste pour moi, puis pour prouver que je suis fin, puis je suis beau, puis je suis le fun, ça n'a plus aucune importance. Puis à ce moment-là, je pense que c'est aussi bien que je prenne une pelle, puis que j'aille m'enterrer. Il n'y a plus rien là. L'idée, c'est vraiment d'arriver à faire que je puisse avoir quelque chose, puis le dire, puis la façon que je vais le dire, que ça va être compris, puis que les gens vont me dire « on t'a compris », puis on trouve que ce que tu dis, ben c'est pas si bête que ça. Puis qu'ils vont pouvoir me dire eux autres aussi ce qu'ils pensent. Que ça établisse un dialogue. En d'autres mots, que moi je fasse la moitié du chemin, eux autres fassent la moitié du chemin, puis là on discute, puis on échange, puis là je trouve que ça va être correct. Ça, je trouve que ça... Toute œuvre d'art ou n'importe qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'expression, parce que du moment qu'on ouvre la bouche ou qu'on écrit un mot ou qu'on fait une marque sur un papier ou qu'on produit une image, pour moi c'est vraiment un signe, puis c'est vraiment un langage. Puis ça sert à parler. Je veux dire, si ça sert juste à se regarder dans un miroir puis dire que je suis fin, que je suis beau, que je suis intéressant, ça n'a plus rien à voir. Je pense que... Je pense pas seulement, je crois que c'est vraiment de pouvoir générer quelque chose à partir de soi, de générer quelque chose qui ait une pulsion, qui ait vraiment une force qui émane, puis que les autres puissent recevoir ça, même s'ils comprennent juste la question, même s'ils n'ont pas la réponse, c'est pas grave. Au moins, ils ont compris la question. On peut parler sur la question. Les gens, il y a plusieurs personnes qui pensent que
que l'art ou que le langage, c'est ça qui est la réponse. Mais moi, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse pour n'importe qui. J'ai pas la réponse pour les Acadiens. J'ai pas la réponse pour personne. J'ai peut-être la réponse pour moi, mais je veux pas encore là prendre cette réponse-là puis la pousser sur le monde puis dire c'est ça la réponse. C'est pas vrai. J'ai ma réponse, puis je peux dire aux autres, je pense que c'est comme ça. Puis les autres vont me dire, ben, on pense que c'est comme ça, puis entre les deux, il y aura la réponse. C'est quoi le travail pour toi? Ah, ben le travail, c'est le plaisir. Il n'y a pas de plaisir. C'est facile, ça. Le travail, c'est le plaisir quand même. Non, ben je m'amuse pas, mais du moment que je me dis, si je travaillais pour de l'argent, par exemple, je serais extrêmement malheureux. Quand je travaille pour de l'argent, je suis malheureux. Quand je travaille pour moi, pour mon plaisir, pour dire, il y a beaucoup d'efforts là-dedans, il y a beaucoup de finition, mais d'un autre côté, plus que je vais travailler, plus ils vont comprendre ce que je veux dire, plus je vais arriver à me définir. Puis c'est vraiment arriver à produire un effort pour rejoindre. Là, je trouve que c'est un travail intéressant. Puis là, je compte pas mes peines. Ça peut être des nuits, des jours, ça n'a aucune importance. Tu vois, comme chez nous, on n'avait jamais eu d'album de famille. Alors, je me demande pourquoi que je me suis mis à faire de la photo, parce que finalement, je veux dire, c'était assez bizarre. Peut-être c'était à cause de ça, parce que j'ai jamais vu de photos, puis des photos de moi quand je suis jeune, ça existe presque pas. Il y a des photos de moi, mais quand je suis beaucoup plus vieux. Ici, c'est une photo que j'ai fait, je pense que c'était entre Bathurst et Niguac, je me souviens plus très bien. Mais c'est un peu humoristique, je sais pas, parce qu'il y a un bateau, tu vois, puis le bateau va pour traverser le chemin, puis je trouve ça absurde, finalement, c'est au point de vue photo. Ici, c'est une photo que j'ai fait aussi dans la région de Pocmouche. C'est des enfants qui jouent sur la rivière. Puis quand j'étais jeune, on a toujours fait ça, on jouait sur la rivière. Pour moi, c'est un genre de souvenir, si tu veux, de prendre une photo comme ça. Le téléphone qui est ici, ça c'est probablement c'est le téléphone que j'ai pris dans l'appartement de Louise. Puis quand j'étais aux États-Unis, à Rochester, c'était la seule chose qui me reliait à elle, c'était le téléphone. Alors c'est encore très très flou, puis c'est au niveau des souvenirs et tout ça. Pour moi, c'est une photo qui est sentimentale. La plupart des photos que je prends, c'est une connotation qui est sentimentale parce que je trouve que la photographie est apparu un peu avec le mouvement des femmes et tout ça. Je trouve que les femmes ont toujours pris de meilleures photos que les hommes en général. Parce qu'elles sont toujours intéressées, par exemple, au quotidien. C'est elles qui prenaient des photos de gâteaux de famille ou de gâteaux de fête ou des choses comme ça. Et maintenant, les plus belles photos, je trouve, c'est ce genre de photos-là. Parce qu'il y a eu un moment donné où la photo servait à transcrire de l'information, des choses de même. Puis à cette heure, ça sert juste à transcrire le quotidien. C'est quelque chose qui est vraiment pas important à noter. Ici, ça c'est une photo qui, pour moi, est encore émotionnelle, que j'ai encore pris dans l'appartement de Louise. Louise, c'est la femme avec qui j'ai vécu pendant pas mal longtemps. Puis c'est une photo de départ et de voyage. Puis en même temps, c'est une connotation au niveau de l'Acadie, au niveau de l'exil. J'ai tellement voyagé durant les 4-5 dernières années qu'il me semble que c'est un peu ça. C'est un peu ça qui s'est passé. Mais disons, ça c'est une des activités que je fais. Puis la photo, je me sers de la photo ordinairement, pas comme photo en soi, mais disons pour intégrer ça à d'autres choses. Donc la photo, c'est pas la seule chose que je fais. J'ai fait une exposition à Québec de blueprint où c'est des genres... C'est le même principe que les tirages de plans que les architectes se servent. Mais ça serait trop compliqué à expliquer. En tout cas, je vais te montrer un peu ce dont il s'agit, parce que l'exposition vient juste d'arriver, comme par hasard. Alors, on va l'ouvrir, puis tu vas voir un peu ce dont il s'agit. Charmante lettre qu'on va mettre à côté. Alors, je vais te montrer un peu ce dont il s'agit. Tu vois. Attends. Je vais te montrer la plus belle, tu vois, pour commencer. Après ça, les autres, je te les montrerai par après. Je crois que c'est celle-là qui me plaît le plus. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est celle-là. C'est très grand. Attends.
Ben là, on voit très mal. Je vais te l'attacher sur le mur, puis tu me diras ce que t'en penses. Voilà. Est-ce que tu t'attendais à ça? Ben, non. Qu'est-ce que t'en penses? Ben... C'est spécial, hein? En fait, l'idée, c'est de prendre les photos, puis de m'en servir un peu comme des éléments dans une composition. Puis après ça, ben, de rajouter d'autres choses, comme les gants, ben, pour moi, c'est uniquement des choses décoratives, mais ça a plutôt trait à... Quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé à... En termes marxistes, si tu veux, à des rapports de classe. Tu vois, tu as les images, puis tu as le beau tissu en coton que personne n'est plus capable de se payer maintenant, qui sont vraiment tous des éléments de classe, tu vois. Puis après ça, tu as les belles images et tout ça. Puis en bas, tu as le polyester, tu vois. Les gens qui n'ont pas d'argent, je veux dire, pour acheter d'autres vêtements, ils s'achètent des vêtements comme ça en forterelle parce que ça coûte pas cher. Puis après ça, ben, ils peuvent porter ça indéfiniment. Puis après ça, tu as des messages comme la publicité, c'est Kodak Instant Products, qui sont des références à la photographie. Ensuite de ça, t'as des idioties comme Keep Smiling avec le soleil. Puis t'as les gants qui sont vraiment le travail, si tu veux, qui sont attachés là. Puis à côté de la femme, t'as un gant de femme qui est vraiment un peu un érotisme, si tu veux, des allusions à l'érotisme. La même chose comme la fermeture éclair en haut. Puis à l'intérieur des images elles-mêmes, il y a encore d'autres connotations, tu vois, comme le tigre et la femme. C'est pour moi, c'est une allusion à la violence mâle sur la tranquillité des femmes, des choses comme ça. Puis toutes sortes de connotations comme ça. Si tu veux, j'essaye de mettre en place des choses, puis après ça, les gens déduisent le sens eux-mêmes. Je veux dire, c'est pas moi qui vais aller leur dire, vous devez penser telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ils sont grands pour savoir ce qu'ils doivent penser. Ouais, ben, c'est vraiment spécial. Eugénie Mélenchon. Ni les colliers d'eau douce, ni les encensoirs en feu que les curés brandissaient durant les fêtes Dieu, ni les bannières du vendredi saint, ni les drapeaux tricolores, ni les amours perdus, ni les amours permis encore n'auront fait pâlir ta beauté, Eugénie Mélenchon. Toi dont la photo traversa les années pour me faire signe un après-midi de juin, quand le ciel était trop bleu et que le soleil descendait trop bas dans un pays qui ne pouvait plus être le mien. Tu étais la plus belle pourtant, d'autres te l'auront dit, bien sûr. Mais j'imagine tes yeux sombres, grands ouverts et qui regardaient à l'intérieur de ton corps pour ne plus voir passer les années sur ta beauté oubliée. Tu étais la plus belle pourtant quand tu te déguisais en Évangéline pour pouvoir recréer avec des Gabrielles de parade les dates mémorables d'un passé sans gloire, englouti dans les rêves et les poèmes d'antan que tu n'avais jamais lus. Tu étais la plus belle pourtant quand un dimanche après-midi, un photographe ambulant saisit la fraîcheur de tes 18 ans et fixa par un procédé lent et douloureux les séquelles imparfaites d'une candeur incroyable. Rêve lent et presque sombre, d'un désir de vouloir rester maintenant et toujours, pour regarder le soleil s'estomper dans le ciel une dernière fois, oui, juste une dernière fois. Tu étais la plus belle pourtant. Parce qu'un dimanche après-midi, cette photo commença son existence et qu'un après-midi de juin, ta présence m'a regardé et m'a arrêté. Tu regardais de derrière ton cadre, du haut de ta robe noire, le visage contre la vitre. Tu regardais, mais tes yeux ne regardaient plus à l'intérieur de ton cœur. Tu regardais, Eugénie Mélenchon, je sais. Tu regardais les vitrines bleues, les objets de piété, les berceaux bordés de dentelles, les haches accrochées dans l'établi, les charrues qui ne laboureront plus la terre, les meubles victoriens des gens qui étaient plus riches que toi, tu t'en souviens? Les fanals à gaz qui clignotaient près de la porte quand par les soirs venteux d'automne, tes cavaliers venaient te reconduire jusque sur le perron. Bon, ça fait qu'on va s'asseoir, on va prendre... Tu veux avoir une bière? Ouais, j'aimerais ça. Ouais, oui. Une seconde, je tout comme ça. Parce que là, c'est un système assez compliqué. Ah ouais. On va prendre des...
aujourd'hui, Gérard, on va parler. Aujourd'hui, vous êtes tous ici. Vous êtes emprisonnés. Toi, les médailles du Vatican, le tableau de la déportation, le drapeau de lin que Monseigneur Richard avait fait faire et tous tes rêves qui vivent derrière les vides de cette grande cage à nostalgie. Tu es au bout d'un corridor et tu regardes venir les enfants qui examinent les vitrines bleues et qui ne remarquent pas ta photo qui est petite et perdue en noir et blanc. De l'imaginaire, tu sais. Mais tu es la plus belle, Eugénie Mélenchon. On a un bacot de Plus belle que Philomène Leblanc, plus belle que Valentine Galland, plus belle que Frémy Blanchard qui sourit au bras d'Évariste Babineau, plus belle que les médailles du Vatican, que la signature de Champlain, que les cachets de cire du roi d'Angleterre, du roi de France ou d'Espagne. Tu es la plus belle parce que je t'aime. Parce que tu ignorais qui étaient les Gibson Girls, les suffragettes, le cirque Barnum, les Beverly Follies, les frères Wright et Thomas Edison, et que tu t'endormis près des berceaux bordés de dentelle. Tu aurais dû te réveiller. Tu aurais dû te réveiller puisque c'est alors que l'envie de mourir s'agrippa à ton corps. Tu aurais dû te réveiller, Eugénie Mélenchon. Mais tu t'endormis dans ton corps, en pensant aux vitrines bleues, à la signature de Champlain, au fort de Beaubassin, au canon des vaisseaux français qui donnaient le feu en rentrant dans le havre de l'île Saint-Jean. Tu t'endormis. Tu t'endormis en rêvant. Tu t'endormis en rêvant à de nouvelles déportations. Parce qu'il y a un des textes les plus forts de Mourir parce que l'autre, qui est Eugénie Mélenchon, qui, je sais pas, comme traite de l'isolement qu'on a subi, si tu veux, puis qui en même temps fait état de ça, avec tout le blues qu'on connaît. Comment est-ce que tu es venu à écrire ça? Ben, Eugénie Mélenchon, tu vois, quand un après-midi, je me suis promené au musée acadien à l'Université de Moncton. Puis je regardais ça, puis je regardais toutes les... Puis au musée, je veux dire, c'est quand même intéressant, mais il y a surtout des objets qui ont servi, par exemple, aux Acadiens. Puis c'est pas vraiment des pièces de musée, évidemment, on ne mettrait pas ça dans les musées. Mais, puis à un moment donné, je suis arrivé en arrière, puis il y avait toute une série de photos aussi, avec plusieurs femmes qui étaient là. Puis j'ai regardé ça, puis j'en ai vu une qui était vraiment belle, ça s'appelait Eugénie Galland. J'appelais ça Eugénie Mélenchon, je trouvais ça faisait bien. Puis à ce moment-là, je me suis dit, mais l'Acadie, c'est vraiment le monde, c'est ça. C'est le monde qui est dedans, qui fait l'Acadie. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à écrire dessus. Puis ça a été écrit vite. Je pense que ça a été écrit dans une soirée, ça fait à peu près 1 heure. Puis je pense que c'est le texte qui est le plus connu, puis c'est le texte que tout le monde me parle. J'ai rencontré Miran à Montréal une fois, puis la première chose qu'il m'a parlé, c'était ça, qui avait lu Eugénie Mélenchon. Ça m'avait vraiment... Ça m'avait fait quelque chose. Ben oui, je trouve comme là-dedans, comme la notion de l'isolement, comme à la fin, comme on n'a pas connu tout ce qui s'est passé sur le continent, mais avant, c'est juste là, tu sais. Puis un peu, c'est ça qui fait sa beauté, parce qu'en même temps, c'est un peu... C'est presque désespéré, si tu veux, parce que je veux dire, tu vois ça s'en aller. Mais c'est tragique parce que, tu vois, la fin de Eugénie Mélenchon, ça finit qu'elle s'endort. Puis c'est vrai que c'est vraiment tragique parce qu'elle a ignoré tout ce qu'il y avait alentour d'elle, mais en même temps, elle a rien fait pour ça. Tu vois, je veux dire, elle s'est juste assise, elle s'est comme endormie, mais c'est la notion du silence encore qui rentre là-dedans, mais je veux dire, c'est vraiment pas mauvais. Il y a eu un temps où je considérais que le silence, par exemple, que les Acadiens avaient, que ça pouvait être mauvais, mais là, j'ai l'impression que ça a vraiment été une très grande force, puis c'est vraiment une lutte. Ça a été un refus, c'est-à-dire, on savait qu'est-ce qu'on ne voulait pas, mais on ne savait pas qu'est-ce qu'on voulait. Mais j'ai l'impression que maintenant, on commence à savoir qu'est-ce qu'on veut. Mais ça nous a pris longtemps avant de savoir qu'est-ce qu'on voulait. Puis ça, c'est intéressant. Ben oui, puis tu t'articules bien. Ben, je trouve que, tu vois, à Québec, dernièrement, je suis allé lire ce texte-là, puis après, je parlais avec Michel Lalonde, puis il disait, les textes qui fonctionnent le mieux, c'est les textes qui ne sont pas abstraits, ou qui ne sont pas tellement abstraits. Puis Eugénie Mélenchon, c'est pas un texte tellement abstrait, c'est pas tellement compliqué au niveau des métaphores ou des choses de même, c'est très très linéaire. Mais il y a beaucoup d'intensité qui passe dedans. Puis je pense que si je pouvais écrire toujours comme ça, là, toujours en mettant des intensités, je crois que ça pourrait être intéressant. Tu mélanges souvent comme ça, la craie? Puis, non, ça c'est juste... Il y a eu un temps, tu vois, où tout ce que je faisais, je l'apprenais, puis c'était comme si pour moi, je découvrais tout.
Ça, c'est le principe du batik. Tu vois, tu as la craie, puis tu as l'eau. Ben, la craie, c'est la cire, puis l'eau, c'est... La cire repousse l'eau. Puis à un moment donné, maintenant, c'est devenu comme un vocabulaire. Puis souvent, je fais des parodies là-dessus et tout ça. Puis maintenant, ben, j'incorpore n'importe quoi à ce que je fais. Je veux dire, je fais pas... j'essaie pas de produire quelque chose qui soit vraiment... ben, qui soit consistant. N'importe quoi peut rentrer en ligne de compte maintenant. Autant ça, que n'importe quoi, je veux dire. Alors, c'est vraiment l'idée de travailler à partir du quotidien puis d'incorporer toutes sortes de choses. Puis une idée qui me plaît vraiment beaucoup maintenant, c'est d'incorporer le procédé. C'est avant, je travaillais, je mettais... je prenais du ciment contact, puis je faisais attention, c'est qu'on voit pas la colle et tout ça. Ouais. À ça, je mets du scotch tape, je mets n'importe quoi. Ça me fait rien parce que je trouve que c'est plus honnête comme ça. Les gens voient que c'est collé, donc c'est aussi bien qu'ils voient que c'est collé. Bon, avant, est-ce que tu faisais seulement avec un seul matériau, comme par exemple l'aquarelle? Quand tu faisais de l'aquarelle, c'était juste... Ouais, c'est ça. T'as déjà fait ça? Ouais. Ben, au début, ouais, je faisais de la peinture à l'acrylique. Bon, c'était une peinture à l'acrylique sur un panneau. Après ça, je faisais une aquarelle, c'était sur un beau papier, des affaires comme ça. Puis à ce ben, ça importe plus ou moins parce que je trouve que ce qui compte, c'est vraiment n'importe quel ce que je peux mettre la main dessus peut servir. Puis ça c'est au niveau, si tu veux, de la forme, mais au niveau du contenu, ça sert aussi parce que, d'autres mots, au niveau du contenu, c'est n'importe lequel le matériau qui peut servir. Tu vois, comme là, au départ, toi, tu as fait un coin, moi, j'ai fait le reste, mais je veux dire, finalement, on peut tout incorporer ça. Il suffirait à un moment donné de mettre une ligne ici, puis de dire, bon, ben ça, c'est la partie qui a été faite par France Dauphin, ça, c'est la partie qui a été faite par moi. Mais ça n'a pas d'importance. Je crois que l'important, c'est... je trouve que ce qui est plus important maintenant là, dans ce que je fais, c'est d'être honnête au niveau du procédé, c'est-à-dire de montrer aux gens qui regardent comment est-ce que c'est fait. Puis si c'est mal fait, c'est mal fait. Puis je veux dire, ils peuvent dire, ben ce gars-là, il sait pas peinturer ou il sait pas peindre. Ouais, mais comment tu veux savoir si c'est bien fait ou mal fait? Je sais pas. On peut plus évaluer parce que tu mets tout de côté, toutes les normes, toutes les... Ben moi, j'ai toujours cru que toute l'énergie, tu vois, était toujours à la base. C'est-à-dire que l'énergie n'est pas en haut. Avant ça, je croyais que bon, il y avait des peintres qui avaient fait des études, puis qu'eux, ils pouvaient vraiment arriver à produire quelque chose qui était plus ou moins intéressant. Maintenant, je trouve que tout ce qui est intéressant, c'est, puis là, je suis revenu un peu à Rimbaud, c'est dans un de ses poèmes, il disait comment est-ce qu'il s'intéressait au latin d'église, puis à tous les textes, en d'autres mots, que les gens, par exemple, ils s'intéressent pas. Ben, je veux dire, en art, moi, je fais un peu la même chose, c'est-à-dire que je m'intéresse à tous les phénomènes que les gens font eux-mêmes, c'est comme les animaux en plywood découpés, c'est dessus les gazons, je trouve ça extraordinaire, je trouve ça, c'est vraiment de l'art. Oui. Mais je veux dire, on pourrait prendre ces formes-là, puis je peux prendre ces formes-là puis faire quelque chose avec. Puis je veux dire, les gens qui vont faire un collage, ils vont coller toutes sortes d'affaires comme ça, puis je veux dire, eux autres, s'ils connaissent pas le ciment contact, ils vont prendre du scotch tape ou n'importe quoi, puis ça va être aussi bon. Alors dans ce sens-là, je trouve que c'est dans ce sens-là un peu que je trouve que l'énergie est à la base, tu vois, c'est-à-dire... puis il y a une dose d'honnêteté à respecter dans le sens où si on peut montrer aux gens comment est-ce qu'on travaille, c'est de telle sorte qu'ils disent... C'est que les gens, ils s'approchent pas et ils disent comment est-ce qu'il a fait ça. C'est facile de voir. C'est du scotch tape, puis c'est des bouts de film, puis n'importe quoi. Puis, j'ai l'impression que je peux faire n'importe quoi puis dire n'importe quoi. Ça dépend d'une part de qu'est-ce que j'ai à dire, puis à partir de qu'est-ce que j'ai à dire, je vais toujours trouver une manière de le dire. Pour moi, il n'y a pas une manière de faire les choses, mais il y en a vraiment plusieurs. Puis la manière que j'affectionne particulièrement maintenant, c'est un peu... comme si c'était gauche, c'est-à-dire comme si je savais rien faire, mais finalement, c'est toujours un peu cultivé ce que je fais, tu vois, parce que tu peux pas désapprendre ce que tu as appris, mais l'idéal, ce serait ça. Ça serait vraiment de désapprendre ce que j'ai appris. Puis j'ai développé un genre d'esthétique où plus c'est gauche, plus c'est mal fait, plus c'est garoché, tu vois, plus j'aime ça, plus je trouve que ça a l'air avec les gens qui, eux, ont pas de recul sur ce qu'ils font. Puis toutes sortes d'expériences m'intéressent. Je veux dire, avant ça, il y avait toujours l'idée de dire « Ah, c'est mon œuvre, c'est moi », tu vois, puis je me dorlote, puis je fais telle affaire. Tandis que maintenant, ça m'intéresse plus ou moins, comme là, on travaille à deux. Je veux dire, tu fais ta section, puis moi, je fais ma section, mais j'apprends beaucoup parce que, si tu veux, au niveau de l'espace qu'on fait, c'est très, très intéressant parce que, tu vois... j'ai connu quelqu'un à un moment donné qui avait fait des expériences là-dessus, par exemple à la maternelle, mais je veux dire, ça peut s'appliquer, je crois, en art en général. C'est-à-dire de travailler pour découvrir un peu l'espace que tu as avec quelqu'un d'autre. Puis à ce moment-là, ben, le dessin ou le travail ou l'art, ça peut devenir une expérience. Puis c'est ça qui m'intéresse. Du moment que c'est
que c'est statique, là, puis que ça devient guindé, puis fixe, là, pour moi, il n'y a plus rien là, c'est plus intéressant. Quand je suis parti de mon vieux pays pour m'en aller dans les États, j'avais une simple valise, tout mon butin était dedans. J'avais une simple valise, mais de l'argent j'en avais pas. Pourquoi tu voulais sortir de Saint-Simon? Ben pour voir d'autres choses, parce que Saint-Simon, je veux dire, surtout lorsque la télévision est arrivée à 7 heures, est arrivée quand j'étais en 12e année, ça veut dire, pas en 12e année, en 7e année, ça veut dire à peu près quand j'avais 12 ans, dire peut-être dans le début des années 60, qui fait qu'à ce moment-là, tout ce que je voyais, je voulais le voir en réalité, puis plus tard, ça m'a vraiment comme porté à sortir, puis ça m'a beaucoup stimulé, parce que tout ce que je vois, puis tout ce que je lis, je voudrais le voir. Alors c'est pour ça que j'aime beaucoup voyager, puis j'ai voyagé beaucoup, pour vérifier puis démystifier beaucoup de choses. Alors je pense que c'est surtout pour ça que je voulais sortir. C'est pas parce que j'aimais pas ça, je pense que j'aime beaucoup ça. Je pense que tous les endroits se valent, mais c'est juste parce que dans certains endroits, il y a certaines choses qui se produisent. Au niveau de la culture surtout, maintenant ça me fait rire un peu parce que j'ai l'impression que je suis pas là. Mais à ce moment-là, la culture, ça comptait beaucoup. Comme Molière et Racine, c'était la culture. Mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que la culture? C'est vraiment pas ça. Chez vous, c'était important, les arts, la culture en général, la musique, le théâtre? Non, pas la musique. Personne qui faisait de la musique chez nous. Mais à côté de chez nous, les gens étaient musiciens, puis il y avait toujours des soirées, puis des veillées, puis des choses de même. Mais chez nous, il n'y avait jamais de musique ou de danse, ou de party, ou de rencontre, ou des choses de même. Mes parents étaient assez stricts. Ce qui fait que ce qui prédominait surtout, c'était les arts plastiques parce que mon frère, il faisait de la peinture à l'eau. Puis je me rappelle que c'était très, très artisanal ce qu'il faisait, tu vois, parce que pour faire des pinceaux, on avait un chien, puis il coupait le poil sur le chien, tu vois, puis il attachait ça avec des choses. Mais moi, je savais pas ce qu'il faisait, mais c'était pour moi, c'est quelque chose qui me séduisait. Tu vois, je regardais ça, puis je disais, waouh, c'est quelle invention, quel génie. Puis je pouvais pas faire ça, je pouvais pas toucher même à la peinture. C'est une fois qu'il avait fini, il mettait les pots, puis ça venait de s'éteindre. Tu vois, il prenait la boîte, il mettait ça à côté, puis la peinture, c'était fini. Puis je pense que c'est peut-être ça qui m'a toujours stimulé à faire ce que j'ai voulu faire, tu vois. Par après, quand j'ai su que moi, je pouvais peindre, puis que c'était accessible, là, je me suis mis à peindre. Mais j'ai jamais trop aimé peindre. Mais disons que ce goût-là m'a peut-être été donné par ma mère, parce que ma mère, elle travaillait toujours, faisait de l'artisanat. Elle faisait des fleurs, surtout. Puis ces fleurs-là, elle les exposait à l'église. Tu vois, à l'église, il y avait toujours des statues, puis il fallait les fleurir. Alors ma mère, elle faisait des fleurs, puis elle exposait ça. Puis c'était vraiment le même principe comme une exposition, par exemple, en peinture. C'est-à-dire, tu fais une exposition, tu l'exposes, les gens viennent voir, ils disent que c'est beau, que c'est pas beau. Puis tu peux évaluer qu'est-ce que tu as fait, si c'était bien ou pas bien. Puis je pense que pour elle, c'était le même principe. Puis probablement qu'après ça, ça s'est complexifié. Je veux dire, j'ai commencé à faire de la peinture, puis des gribouillis. Il y a une autre chose aussi qui m'a beaucoup marqué à ce sujet-là, c'est que quand j'étais jeune, à Saint-Simon, la seule forme de sculpture ou d'expression, je ne sais pas qu'il y avait dans le village, c'était la crèche à Noël. Puis ma mère m'avait dit qu'elle m'apporterait voir cette crèche-là. Puis tout le temps, c'est-à-dire à peu près comme pour une semaine, tu vois, elle m'avait monté, comme quoi que j'allais vivre une expérience extraordinaire. Puis finalement, je suis allé voir ça. Puis ça m'a vraiment frappé. Puis après, je me suis mis à dessiner ça. Puis c'était comme un leitmotiv. C'est toujours un thème qui revenait tout le temps. C'est toujours le thème de la crèche, puis tout ça. Puis ma mère prenait ces dessins-là, puis elle les montrait à mon père. Tu vois, toute la dimension de psychanalyse qui rentre en jeu. Puis elle les montrait à mon père. Puis c'était comme s'il y avait une approbation, comme si j'avais ma mère tout à moi lorsque je faisais un dessin, tu vois. Puis je pense que ça, c'est très fort. Ça s'est peut-être manifesté par après pour faire d'autres choses. Mais je pense que le début, c'est probablement ma mère qui me l'a donné, qui m'a fait voir les choses comme je les vois maintenant, un peu. Est-ce que plus tard, elle t'a encouragé quand tu t'es dirigé plus vers les arts plastiques? Non, elle m'a découragé. Parce qu'elle m'a dit que je ne pourrais pas faire ma vie avec ça, que c'était impossible, que j'allais à ma perte.
Elle n'était pas d'accord avec ça. Au départ, tu vois, je devais aller en médecine, puis j'étais 0 en physique, 0 en chimie. J'étais 0 dans toutes les sciences. Ça a coupé ma carrière. Tu vois. Après ça, là, je suis allé en lettres. Déjà, en lettres, ils disaient, bon, ben, il va pouvoir enseigner, c'est pas si pire. Mais quand j'ai dit que j'allais en beaux-arts, là, c'était la fin. Il y avait aucun espoir pour moi, c'était ma perte. Fait qu'ils m'ont pas tellement, je veux dire, encouragé. Je me suis organisé par moi-même.